Salam alaikum wa rahmatullah. Bienvenue dans cette deuxième partie sur le cours diagnostic et résolution de problèmes. Dans une première partie, donc, nous avons traité de la documentation de réseau et aussi de ce qu'on appelait la ligne de base. Et l'importance de ces deux éléments-là, qui sont la documentation et la ligne de base, qui représentent en quelque sorte la référence du bon fonctionnement de réseau, l'importance de ces deux éléments par rapport aux opérations de dépannage. Aujourd'hui, donc, on va essayer donc de présenter les différentes méthodologies et approches de dépannage qui existent. Aussi, on va essayer donc de s'arrêter sur un ensemble d'outils, à la fois matériels et logiciels, qui peuvent nous aider dans les tâches de dépannage. Et finalement, présenter et identifier un ensemble de problèmes que l'on peut rencontrer, tout en les classifiant selon bien sûr les couches des modèles aussi. Commençons dans un premier temps par présenter les différentes approches globales de dépannage qui existent. En effet, lorsqu'on se retrouve devant un problème donné dans le réseau, il y a différentes approches qui peuvent être adoptées, d'accord, différents moyens de faire, et on peut les classifier selon trois approches, qu'on appelle les approches générales de dépannage. Donc il y a la première qui est ce qu'on appelle l'approche à Einstein, l'approche de l'homme des cavernes, et bien sûr, on cherche à avoir en quelque sorte une approche méthodique, et bien sûr une approche qui reste, qui mène donc à des résultats qui sont concrets à un temps minime. Et là on parle d'une approche méthodique. Alors premièrement, l'approche en Einstein, c'est une approche qui est dite trop théorique. Ça veut dire on cherche à identifier le problème, à chercher les causes, l'origine du problème pour éviter qu'il se répercute encore une fois. Et cela parfois prend énormément de temps, et ça bien sûr c'est un défaut majeur de cette méthode-là. Parce qu'on le sait bien, on en a déjà parlé, d'accord. Lorsqu'on travaille sur les opérations de dépannage, l'objectif majeur reste de minimiser les temps d'arrêt. Parce que tant que la panne est là, ça veut dire qu'une partie ou bien tout le réseau qui est paralysé, par conséquent c'est l'activité de l'entreprise qui est interrompue. Donc on cherche toujours à minimiser les temps d'arrêt. La deuxième approche, c'est l'approche de l'homme de caverne. C'est une approche bien sûr qui est en quelque sorte la personne donc mal organisée dans ses interventions. Ça veut dire qu'il commence par substituer des câbles, modifier donc donc refaire des câbles, refaire des connecteurs, donc remplacer des équipements, sans qu'il y ait un vrai travail de base dans l'identification du problème et dans une conception de la solution à mettre en place. Et bien sûr, on sent que la personne est en train de tâtonner et de perdre du temps. Et bien sûr, cette approche, il peut ne pas mener donc au résultat, bien sûr, et à la résolution du problème. Donc c'est totalement à éviter. Et finalement, bien sûr, on cherche à adopter une approche méthodique, une approche selon laquelle donc je sais très bien par où commencer, jusqu'à à quel point je vais terminer, d'accord, mes opérations donc de recensement des symptômes, d'accord, et d'isolation de problèmes pour appliquer une solution en fin de compte. Donc, selon cette approche-là, en général, bien sûr, avant de parler de cette approche dans le détail, toujours donc lorsqu'on veut donc parler donc des problèmes, de classification des problèmes, etc., parce qu'on parle surtout de dépannage réseau, tout ce qui est système réseau, d'accord. Donc cette classification, elle va se faire selon un modèle, et généralement ce serait le modèle OSI, comme ça peut être le modèle TCP/IP, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Donc, dans une approche méthodique, donc le processus de dépannage, on peut le découper en trois étapes. Dans la première étape, on va faire ce qu'on appelle le recueil des symptômes, d'accord. Donc je vais essayer donc de rassembler le maximum d'informations sur le problème, d'accord, et comment il se présente, à la fois au niveau des utilisateurs finaux, d'accord, au niveau des systèmes de supervision que j'utilise, etc. Comment le problème est là. Différents moyens peuvent être utilisés dans ce sens, d'accord, exploiter donc des commandes
de vérification, d'accord, des commandes de vérification au niveau des systèmes d'extrémité, des commandes de vérification au niveau des équipements au réseau, d'accord, telles que les commandes shell au niveau des équipements Cisco, d'accord. On peut aussi donc faire appel à l'utilisateur final, parce que c'est une personne qui est tout le temps en contact avec le système, pour nous décrire un petit peu, d'accord, quelle différence il perçoit entre le système lorsqu'il est opérationnel et le système lorsqu'il est en quelque sorte défaillant, etc. Donc, toutes ces opérations-là, ils vont nous permettre de mieux comprendre le problème et normalement, ça doit nous mener à isoler le problème. Isoler le problème, ça veut dire voilà, ça c'est le problème, d'accord. Et souvenez-vous de ça, d'accord. Parfois, vous avez donc en apparence un problème donné, mais en effet, il y a d'autres problèmes à l'origine de ça, d'accord. Donc, il faut chercher à traiter ces problèmes-là dans leur origine, d'accord. Donc, une fois on a pu isoler le problème, l'étape suivante à faire, c'est quoi? C'est d'appliquer une solution. C'est clair. C'est de pouvoir appliquer une solution, ça veut dire régler le problème, d'accord. Ça dépend des cas, donc à chaque fois, selon le problème posé, d'accord. Soit c'est une configuration à faire, soit c'est un matériel à réparer, un matériel à substituer, etc. Ça marche. Donc, dans certaines situations, il se peut que la correction du problème donné, d'accord, il peut donner lieu à un autre problème. D'accord. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut refaire l'opération de recueil de symptômes pour le nouveau problème, d'accord, pour, encore une fois, isoler le problème à nouveau, d'accord, et chercher à appliquer une solution. Si tout va bien, il y a une dernière étape, d'accord, on n'a pas cité ici, une étape très importante, c'est l'étape de la documentation. D'accord. Le principe de la documentation, c'est tout simplement consigner donc ce problème, cette opération de dépannage, d'accord, la consigner dans, ça dépend donc généralement donc les sociétés, d'accord, ils utilisent ce qu'on appelle une base de connaissances, ils utilisent leur propre base de connaissances de dépannage, ça veut dire qu'il y a une sorte de base de données dans laquelle chaque technicien, chaque administrateur, chaque intervenant, il doit consigner la panne, voilà, ça c'était les symptômes, ça c'était le problème qu'on a, d'accord, qu'on a retrouvé à la fin, c'est ce qu'on a appliqué comme solution, est-ce que ça a donné des résultats, oui ou non, c'est clair. Et l'avantage de ça, c'est quoi? C'est en quelque sorte de mettre en place je dirais une expérience, d'accord, qui est partagée. Au lieu que chaque technicien ait sa propre expérience, d'accord, ça serait une sorte d'expérience qui est partagée. Donc comme ça, si un technicien se retrouve un jour avec le même problème, il va tout simplement faire la recherche au niveau de la base de données, d'accord, de la base de connaissances, et retrouver rapidement ce qu'il faut faire comme solution et ce qu'il ne faut pas faire ce qu'il ne faut pas faire comme opération, d'accord. Peut-être parce qu'ils vont mener à rien comme dans l'objectif d'appliquer une solution. D'accord. Alors, maintenant, par rapport toujours dans le cadre d'une approche, cette approche, dite approche méthodique, d'accord, quelles sont les différentes méthodes de dépannage qui existent? Il y en a plusieurs, d'accord. On distingue entre trois méthodes de dépannage, comment dire, les méthodes structurées, d'accord. Donc la méthode ascendante, descendante et la méthode diviser-conquérir. Et il y a d'autres méthodes qui sont dites moins structurées. Commençons par présenter les méthodes structurées. Donc, les méthodes structurées, il y en a d'abord la méthode ascendante. On tape comme ça parce que au moment des interventions, d'accord, et toujours par rapport au modèle OSI, je vais commencer par la couche la plus basse, qui est la couche physique, et je vais remonter mon inspection, d'accord, vers le roux, d'accord. Donc, couche par couche, c'est clair. Donc, je commence par inspecter donc tout ce qui est éléments physiques. Donc vérifier donc est-ce que l'équipement ou bien les équipements sont opérationnels, est-ce qu'ils sont bien alimentés, d'accord. Est-ce que les câbles sont corrects, est-ce qu'ils sont bien confectionnés, est-ce qu'ils sont bien branchés, d'accord. Si tout va bien, donc je passe à la phase suivante, d'accord. Vérifier la liaison de données, tout ce qui est liaison de données, tout ce qui est protocole d'encapsulation, d'accord. Tout ce qui est par exemple technologie de switching et ainsi de suite. Si tout va bien, je vais aller vers la couche supérieure et ainsi de suite. Ça marche jusqu'à la couche application. Et c'est sûr, quelque part, je vais
retrouver le problème, d'accord, donné, et je vais pouvoir l'isoler, et par conséquent, je vais pouvoir appliquer une solution. Donc celle-là est appliquée, celle-là est appelée donc une méthode ascendante, et elle est surtout recommandée lorsqu'on a des soupçons comme quoi c'est un problème physique, d'accord. Parce que quelque part, bien sûr, au départ de l'opération de dépannage, vous devez vous mettre dans la tête, soit je vais utiliser telle méthode de dépannage ou telle méthode, c'est-à-dire soit je soupçonne un problème physique et par conséquent je vais commencer par inspecter donc tout ce qui est élément physique, ou bien peut-être c'est juste, donc je pense que c'est un problème d'application et par conséquent, d'accord, je vais commencer par la couche application, etc. Donc l'autre méthode c'est la méthode descendante, donc je pense que c'est clair par rapport à l'autre méthode. Donc ce qu'on doit commencer donc par le niveau applicatif, d'accord, donc inspecter l'application qui ne fonctionne pas, ou bien donc toutes les applications bien sûr, que l'utilisateur aura utilisé, d'accord. Donc leur configuration, d'accord, etc. Et après, donc, si tout va bien, donc je redescends vers la couche transport, inspecter par exemple, est-ce que les services sont démarrés, est-ce que les services sont autorisés au niveau du firewall, etc. Si tout va bien, je vais aller vers la couche réseau, vérifier l'adressage, vérifier donc l'état de routage, d'accord, et ainsi de suite. Donc jusqu'à la couche physique, et normalement je dois retomber donc sur le problème et par conséquent être capable d'appliquer une solution. Donc bien sûr cette méthode il est recommandé lorsqu'on soupçonne des problèmes au niveau de la couche application. Finalement la méthode diviser-conquérir, d'accord, cela consiste à appliquer un test généralement, d'accord, au niveau d'une couche médiane par rapport donc au modèle aussi. Donc généralement la couche réseau, liaison de données ou transport. D'accord. Un exemple simple, c'est l'application d'un test ping, d'accord, de la couche réseau, par rapport donc depuis une source jusqu'aux destinations. Donc si on obtient un résultat, puisqu'on le sait bien, donc le fonctionnement donc de réseau selon le modèle OSI, donc il est cumulatif, ça veut dire si le test est opérationnel au niveau de la couche réseau, ça veut dire automatiquement que tout va bien au niveau des couches inférieures, d'accord. Donc je vais me concentrer sur les couches supérieures. Si ça ne marche pas, d'accord, ça veut dire que le problème soit il est ici, c'est-à-dire c'est exactement au niveau de la couche réseau, soit au niveau des couches basses, d'accord. Donc dans ce cas-là, je dois redescendre vers le bas. Et bien sûr, c'est une méthode très privilégiée dans le sens où ça permet de gagner énormément de temps. Donc les trois méthodes qu'on vient de citer sont dites des méthodes structurées. Par conséquent, il y a d'autres méthodes qui sont moins structurées. Donc une de ces méthodes-là, c'est, moi je l'appelle, je parle d'expérience. Pourquoi? Parce que l'expérience de l'administrateur, du technicien, d'accord, elle est très importante dans les opérations de dépannage. D'accord. Donc avec le temps, avec les situations, les différentes situations que l'on rencontre, donc on cumule une expérience qui devient après un point fort dans l'opération de dépannage. Donc, par exemple, si un technicien, d'accord, a l'habitude, d'accord, d'intervenir sur un système donné, sur un réseau donné, d'accord, il commence à comprendre, d'accord, le bon fonctionnement de réseau, à comprendre quelle partie est la plus touchée par les problèmes, à comprendre généralement d'où proviennent les problèmes. Par conséquent, lorsqu'il se retrouve avec un problème dans ce domaine-là, eh ben, il va commencer par les points dont il soupçonne être la cause, d'accord. Donc, en se basant toujours sur son expérience. Si ça marche, ben, tant mieux. Si ça marche pas, et dans ce cas-là, il revient vers l'adoption d'une des méthodes structurées dont on a parlé tout à l'heure, la méthode ascendante, descendante, ou bien divisée, conquérir. Attention, bien sûr, le fait d'utiliser donc cette méthode-là pour une personne novice, pour une personne qui n'a pas une grande expérience, ça donne quoi? Ça donne un travail de tâtonnement, ça donne en quelque sorte un dépannage aléatoire. Une deuxième méthode, là encore, qui est moins structurée, c'est quoi? Ce qu'on appelle le jeu des erreurs, c'est clair.
Donc, imaginez par exemple, vous devez intervenir sur un logiciel et bien sûr, vous n'avez pas donc une grande connaissance de ce logiciel-là et vous n'avez pas le temps, bien sûr, de, 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 de- donc d'apprendre à utiliser ce logiciel dans le détail. C'est clair. Vous avez l'objectif de le faire fonctionner tout simplement. Et ben, vous pouvez essayer d'imiter une configuration déjà opérationnelle. D'accord. Par exemple, j'ai aussi sur cette machine-là et ça marche pas. Et le même logiciel, il marche sur une autre machine. Donc je fais quoi? Je vais copier donc la configuration, d'accord, déjà opérationnelle, et la mettre sur celle-là. Ou bien je vais comparer les deux configurations pour chercher qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce qui est modifié entre les deux configurations pour le corriger. Finalement, il y a donc la méthode de substitution. Donc ça c'est bien sûr c'est très pratique au niveau donc du problème matériel, lorsqu'on a un problème matériel, d'accord, c'est de remplacer donc un équipement par un autre équipement, soit un équipement dont on soupçonne qu'il est la cause du problème, par un autre équipement soi-disant qui est opérationnel, d'accord, et voir si ça marche. Si ça marche, ben là on est sûr que le problème effectivement vient de ce matériel-là, de cet équipement-là. Sinon, ben, on peut donc le remettre à sa place et essayer de remplacer un autre équipement. Donc, comme on vient de le dire, donc ce sont des méthodes, des approches qui sont moins structurées, mais qui peuvent être exploitables dans certaines situations. Donc, bien sûr, lorsqu'on parle donc des opérations de diagnostic et de résolution de problèmes, d'accord, il y a cette phase très importante qui est la phase de diagnostic, d'accord, et c'est celle qui prend peut-être le plus de temps, d'accord. Donc, il y a bien sûr différents moyens, d'accord, à faire pour récupérer donc des informations et recueillir donc ces symptômes. On a parlé donc des utilisations des commandes shell, des commandes debug, d'accord, des commandes de vérification de configuration au niveau des ordinateurs Windows, Linux, des systèmes d'extrémité, et aussi donc d'exploiter donc les informations depuis l'utilisateur final. D'accord. Et en général, une fois on a recueilli donc tous ces symptômes-là, donc un des points importants à faire, c'est quoi? C'est de déterminer la propriété. Donc, déterminer la propriété, ça veut dire quoi? C'est décider est-ce que le problème donc appartient à mon système autonome, ça veut dire est-ce qu'il est-ce qu'il sait donc est-ce que le problème se trouve dans mon domaine, d'accord, d'intervention, dans mon réseau, dans ma partie de réseau, d'accord, sur laquelle j'ai la main, ou bien, d'accord, il se trouve dans un autre système, dans un autre réseau, et par conséquent, il faut faire appel à l'administrateur de ce réseau-là pour qu'il fasse ce qu'il a à faire, d'accord. Un exemple très simple ici, c'est lorsque vous avez un problème de connexion vers Internet ou bien vers le fournisseur d'accès, d'accord, sur un réseau WAN, tout simplement, il faut décider est-ce que le problème est au niveau du réseau local ou bien c'est un problème au niveau du réseau de fournisseur d'accès. Et dans ce cas-là, d'accord, c'est aux opérateurs, c'est à l'opérateur de régler le problème. Une fois on a décidé que le problème est bien sûr dans notre propriété, d'accord, dans ce cas-là, il faut chercher à réduire l'étendue, ça veut dire essayer donc d'isoler le problème dans un espace, encore dans une partie la plus restreinte possible, d'accord. Après, donc déterminer encore une fois les symptômes, les documenter, d'accord, hein, dans le détail, et après donc voir si cette documentation et si ces symptômes ils sont suffisants pour appliquer une solution, ou bien il faut en quelque sorte, encore une fois, approfondir l'isolation du problème. Plusieurs outils, bien sûr, peuvent être utilisés et nous aider dans les opérations de dépannage, d'accord. On peut distinguer entre les outils logiciels, dépannage, d'accord. Par exemple, les outils d'administration, les outils de supervision, d'accord. Les outils d'administration réseau de supervision, donc ils peuvent être utilisés dans le cadre donc de dépannage et de maintenance préventive, on en a déjà parlé, comme ils peuvent être utilisés dans un sens créatif, ça veut dire après le problème, d'accord, j'exploite les différentes informations que le système de supervision a pu récolter pour peut-être donc
retrouver très exactement le problème, d'où provient le problème, ou bien donc prendre d'autres informations qui vont m'aider à appliquer la solution. Donc exploiter les bases de connaissances, d'accord. Donc les bases de connaissances, donc on a parlé de bases de connaissances qui sont propres à un organisme, propres à une société, mais il y a des bases de connaissances qui sont spécifiques aux constructeurs, spécifiques aux éditeurs de logiciels, etc. Donc, par exemple, vous pouvez retrouver donc une base de connaissances pour Cisco par rapport au routage, par rapport aux équipements de commutation, par rapport aux équipements de sécurité. Vous pouvez donc trouver des bases de connaissances spécifiques à des systèmes d'exploitation, par exemple spécifiques à Windows Server, spécifiques à Linux, etc. Donc c'est un petit peu l'expérience partagée donc de personnes à travers le monde. Un dernier outil, d'accord, aussi qu'on peut utiliser, c'est quoi? Ce qu'on appelle les analyses de trame à l'image de Wireshark, d'accord. C'est lorsque vous avez par exemple un problème réseau, vous n'arrivez pas à comprendre où réside le problème exactement, d'accord. Vous pouvez donc essayer d'approfondir l'analyse des messages et des trames qui sont échangés. Dans ce cas-là, la meilleure des choses, c'est d'utiliser un analyseur de trame à l'image de Wireshark. Donc, pour tout ce qui est outils matériels, donc, bien sûr, dans certains cas, et dans pas mal de situations, d'accord, les problèmes matériels, d'accord, sont issus à cause de problèmes d'alimentation électrique. Donc, un, un technicien réseau, il peut exploiter donc ce qu'on appelle le multimètre, d'accord, pour donc vérifier donc est-ce que l'alimentation électrique est correcte, oui ou non, d'accord. Sinon, il y a d'autres outils qui peuvent être très vite dans ce cas-là, d'accord. Vous avez par exemple les testeurs de câbles, d'accord. Vous avez les analyseurs de câbles. Donc, les analyseurs de câbles, ils vous donnent plus d'informations, et des informations plus détaillées qu'un testeur de câbles, d'accord. Et vous avez donc certains équipements qu'on peut intégrer à des routeurs, ou dans ce cas-là, des switches, d'accord, de couche 3, et qui vous permettent d'avoir donc une sorte d'analyse de tout ce qui est trafic, etc. D'accord, et ils vous permettent encore une fois de recenser un maximum d'informations en cas à exploiter en cas de problème. Pour clôturer donc cette présentation, on va essayer donc d'identifier un ensemble de problèmes que l'on peut retrouver et rencontrer par rapport à chaque couche de modélisation et comment se présentent d'accord ces problèmes. Donc, en commençant par la couche physique, donc les symptômes peuvent être soit des performances qui sont inférieures à la ligne de base, donc souvenez-vous toujours à chaque fois. Il y a la référence pour nous, c'est quoi? Donc, c'est l'état normal de réseau, c'est la ligne de base. D'accord. Donc, des problèmes peuvent se présenter sous forme d'une perte de connectivité, d'un taux de collision qui est élevé. D'accord. Par exemple, un taux de collision élevé qui est bien sûr repris par le système de supervision, des goulots d'étranglement sur le réseau. D'accord. Par exemple, il y a à un moment donné donc un nombre énorme d'accord de trames qui est abandonné, d'accord, à cause d'une saturation de réseau, d'accord, ou quelque chose comme ça, une forte utilisation du processeur, ou bien des messages d'erreur sur la console. Alors, ça c'est les symptômes. Les causes peuvent être soit des problèmes d'alimentation, c'est courant, d'accord, par rapport aux problèmes de la couche physique, des défauts matériels, d'accord, une carte réseau endommagée, donc un équipement de connexion endommagé, donc un port endommagé, d'accord, un port défectueux, des défauts de câbles, donc soit des câbles qui sont inadéquats par rapport à le type de connexion à utiliser. Par exemple, j'utilise un câble droit, d'accord, au lieu d'un câble console, ou un câble droit au lieu d'un câble croisé, quelque chose comme ça. L'atténuation du signal, c'est aussi courant, parce qu'à chaque fois on utilise le câble, il faut respecter donc la distance maximale que peut bien sûr euh, parcourir le signal. Des problèmes liés à tout ce qui est donc perturbation électromagnétique, d'accord, tout ce qui est parasite, donc pour un câble, pour le signal, des erreurs de configuration de l'interface, des dépassements des limites de conception, d'accord, ou bien du surcharge de l'US. Le surcharge donc parce que donc le surcharge au niveau des processeurs d'un équipement donné
donc va en résulter l'abandon de données qui arrivent, d'accord, sur une interface réseau. Par rapport donc à la couche liaison de données, donc des problèmes de la couche liaison de données peuvent se présenter sous forme de, de manque de connectivité au niveau de la couche réseau supérieure, parce que une fois il y a un problème au niveau des couches basses, ça va se répercuter automatiquement sur les couches supérieures. Donc pas de fonctionnalité au niveau de la couche réseau au niveau supérieur, des performances réseau qui sont inférieures à la ligne de base, un nombre excessif de diffusion, d'accord. Là encore, donc ce sont par exemple des informations que l'on peut recenser donc, sur la base des systèmes de supervision, ou bien des messages d'erreur sur la console. Les causes de ces problèmes-là donc, peuvent être des erreurs d'encapsulation. Par exemple, donc, j'ai du routeur, d'accord, et au lieu, donc, sur la base, par exemple, d'une transmission frame relais, et au lieu donc, de mettre le site d'encapsulation frame relais, j'ai utilisé un autre site d'encapsulation. J'ai gardé le site d'encapsulation par défaut, d'accord. Et bien sur les deux extrémités, sur un côté, d'accord, j'utilise une encapsulation HDFC, sur l'autre côté, j'utilise une encapsulation PPP, etc. Les erreurs de mappage d'adresse, par exemple, j'utilise FreeRelay avec IPv6 et donc je dois configurer donc un mappage adresse IP v6 et DLCI de manière statique. Moi, je me dis dans ma tête, ça va marcher de manière dynamique, d'accord, mais ça marche pas. Il faut configurer par exemple un mappage statique ou quelque chose comme ça. Des erreurs de trame, d'accord, qui sont peut-être liés à des problèmes physiques ou quelque chose comme ça. Et finalement, des échecs au boucle STP. Parce que au niveau de la couche de données, c'est surtout ce qu'il s'agit d'un réseau local, donc il y a tout ce qui est technologie de switching qui est présente, d'accord. On parle donc de tout ce qui est VLAN, tout ce qui est STP, d'accord, tout ce qui est protocole VTP, etc. Donc une mauvaise configuration au niveau de ces éléments-là va donner lieu à un problème de la couche de données. Par conséquent, il va influencer le bon fonctionnement de tout le réseau. Au niveau de la couche réseau, donc les symptômes peuvent être soit une panne de réseau, soit des performances qui sont inférieures à la ligne de base. Et les causes sont liées soit à des erreurs d'adressage, soit à des adresses de passerelles qui sont mal configurées au niveau des systèmes d'extrémité, des erreurs de configuration de la table de routage, des routes par défaut qui sont mal configurées, ou bien, dans certains cas, des stratégies de sécurité qui sont mal configurées. D'accord. Parce que il y a par exemple des listes de contrôle d'accès, des ACL qu'on peut configurer sur la base d'adresse IP. Donc s'ils sont mal configurés, ça va tout simplement donner lieu à une communication réseau qui est impossible. Des problèmes au niveau de la couche transport. Donc les symptômes peuvent être des problèmes de réseau par intermittence, ça veut dire parfois ça marche, parfois ça marche pas. Des problèmes de sécurité, des problèmes de traduction d'adresse et des problèmes avec certains types de trafic. Ça veut dire certains trafics ils sont opérationnels. Donc je fais un accès web, ça marche. Je fais un accès SSH, ça marche pas. D'accord. Dans ce cas-là, généralement, il faut soupçonner des problèmes liés à la couche transport. Donc, et surtout des problèmes qui sont liés soit à des services qui sont démarrés, d'accord, ou par contre qui ne sont pas d'autres qui ne sont pas démarrés, ou bien donc à des systèmes de sécurité, un système de sécurité, d'accord, qui est mal configuré, d'accord, un firewall sur lequel on a mis en place des règles de sécurité, des règles de filtrage, mais qui sont peut-être mal configurées. Finalement, au niveau de la couche application, d'accord, même si parfois ici, donc, le dépannage, il doit demander donc, des compétences qui sont spécifiques à chaque application, d'accord. Donc ça nous arrive dans l'entreprise d'intervenir sur des serveurs d'ACP, donc il faut avoir des connaissances approfondies sur le système d'ACP et par rapport au système qui soit utilisé, d'accord. Par exemple, si j'ai un système d'ACP sur un serveur Linux, d'accord, il faut avoir des connaissances spécifiques au système d'ACP sous Linux. Donc, les symptômes donc, de problèmes d'application peuvent se présenter sous la forme donc, de plaintes qui proviennent de l'utilisateur par rapport aux faibles performances des applications, des messages d'erreur, d'accord, qui sont journalisés donc, dans les applications, des messages d'erreur sur la console, des messages dans les fichiers journaux de système,
ou bien des alarmes système de l'administration réseau. D'accord. Donc par exemple, vous avez configuré des trappes au niveau d'un système d'extrémité, et bien sûr, ils vont envoyer comme quoi soit le système n'est pas opérationnel, soit le service est arrêté, soit le système donc rencontre, je sais pas, une saturation au niveau de la, donc peut-être donc une forte utilisation du processeur, quelque chose comme ça, donc qui est lié à un problème d'application. Voilà, donc j'espère que c'était bien clair. Donc je vous retrouve dans une prochaine présentation.